Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 30 décembre 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des indices, notamment les indices étrangers, du CAC 40 aussi, des crypto-monnaies avec le Bitcoin entre autres, et quelques actions à suivre. L'agenda de la semaine aussi avec quelques chiffres, même si on le sait, c'est la deuxième semaine qui sera toujours un peu faible en volume après les fêtes de Noël. On va vers le jour de l'an et ça reprendra, sera certainement beaucoup plus fort à partir du 6, donc à partir de lundi prochain. En attendant, on a toujours quand même quelques annonces et quelques chutes ou des progressions un peu moins importantes. Il y a pas mal de prises de bénéfices en cette fin d'année. Et on va voir tout ça. Comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué. Vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer par l'agenda de la semaine avant de voir les indices, notamment sur les chiffres qui sont tombés et qui vont tomber toute cette semaine. Alors aujourd'hui, on a eu les PMI Chicago, donc c'est un indice sur le manufacturier, donc dans le secteur primaire, qui mesure un peu la santé économique dans la banlieue de Chicago. Et on le voit, c'est quand même revenu assez mauvais. Malheureusement, on était autour des 40, 40,2 le mois dernier. On espérait être autour des 42, donc une petite augmentation, mais en dessous des 50, on sait que c'est mauvais, c'est en récession, enfin en contraction plutôt pour l'économie. On est arrivé à 37, 36,9. Donc on le voit, c'est des chiffres qui sont quand même relativement bas. En dessous des 40, c'est assez misérable et ça fait pas mal de temps que c'est le cas, notamment sur le manufacturier, parce qu'on sait que sur le service, c'est un peu ça qui porte la plupart des grosses économies, notamment aux États-Unis avec la tech. Mais le manufacturier a pas mal de mal. Ça, c'est pas forcément rassurant parce que c'est un peu le début de la chaîne et tant qu'il n'est pas reparti, on peut pas espérer avoir une croissance relativement importante au niveau global aussi avec la Chine sur l'économie. Donc, voir ces chiffres-là aux États-Unis, c'est pas rassurant. Donc, il faudra une réaction assez rapide en 2025. Parce qu'on finit l'année quand même super bas. Alors on voit que les rebonds, ils existent relativement rapidement, mais le dernier rebond qu'on a eu quand on était sur ces niveaux-là, même un peu en dessous des 37, on était toujours sous les 50. Donc là, ça fait quand même toute l'année 2024 où le manufacturier est quand même pas terrible. Donc on a également la Chine avec la guerre commerciale qui se profile entre la Chine et les États-Unis, avec le protectionnisme de Trump qui veut mettre des droits de douane très importants. Donc la Chine pourrait augmenter ses ventes en Europe, ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce que on l'a vu notamment avec l'acier chinois qui était produit et subventionné, donc produit relativement à bas coût, arrivé en Europe. Ça fait pas mal de mal aux entreprises européennes qui voient cet afflux d'acier, donc de concurrence avec des prix plus bas. Donc ça fait des ventes sur les sociétés européennes un peu moins fortes. Donc finalement, c'est pas forcément une bonne chose. Alors il y aura forcément des gagnants, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. La guéguerre que va se jouer les États-Unis et la Chine, c'est pas forcément une bonne chose non plus pour l'Europe. On finit l'agenda avec demain. On aura l'Allemagne fermée, l'Italie fermée, le Japon fermé. La France, ce sera ouvert, mais on fermera à 14h05. C'est une demi-journée pour le jour de l'an. Les États-Unis, ce sera ouvert. Et par contre, mercredi, donc le 1er janvier, ce sera fermé quasiment partout, pas de bourse, et ça reprendra jeudi. Au niveau des chiffres, on aura notamment les PMI manufacturiers, donc c'est un peu la même chose que ce qu'on voit là sur Chicago, mais en Chine. Et là, ce sera intéressant et important, parce que sur le manufacturier, on sait que les Chinois sont beaucoup plus forts que les gros blocs, que ce soit Europe ou États-Unis. Et on est sur des niveaux pivots, on est autour de 50, notamment sur le manufacturier en Chine, 50,3, on espère aussi 50,3. Donc là, on verra vraiment si les premiers effets des annonces et puis de l'injection dans l'économie de pas mal d'argent, d'émissions d'obligations, de baisse des taux également pour
baisse des taux de la banque chinoise pour relancer l'économie, stimuler un peu les prêts, on devrait pouvoir les voir en cette fin d'année et début 2025. Donc ces chiffres-là, demain à 2h30, mardi, vont être intéressants et importants pour voir si la Chine arrive un peu à augmenter son manufacturier et relance son économie. Parce que il y a beaucoup de secteurs qui en ont besoin. Mercredi, donc pas grand-chose. Jeudi, on reprend avec d'autres chiffres sur la Chine, d'autres chiffres aussi manufacturiers sur la Chine, une petite variation. 9h45, on aura toujours les chiffres PMI manufacturiers, mais cette fois en Europe avec Italie, France, Allemagne, Europe, Grande-Bretagne notamment. Là, c'est pareil, les chiffres sont assez mauvais. On s'attend à des chiffres aux alentours de 42, 44, 45. Et seulement 48 en Grande-Bretagne, c'est un peu qui sont un peu meilleurs que les gros blocs, que les gros pays européens. Mais on le voit que c'est quand même relativement bas, c'est pas très bon. Et puis à 14h30, inscription hebdomadaire au chômage comme d'habitude. Dernièrement, on n'a pas eu trop de grosses surprises, autour des 220 000 comme attendu. Et les PMI manufacturiers à 15h45. Et là aussi, ce sera des chiffres qui vont donner la donne en ce 2 janvier. Pour voir si on relance un peu le manufacturier ou pas aux États-Unis. Là aussi, on est juste sous les 50, 49, 48, donc pas terrible. On verra sur le pays si c'est un peu mieux. Stock de pétrole brut également à 17h. Et puis vendredi, pas grand-chose le vendredi. On aura le chômage en Allemagne éventuellement à 9h55 et d'autres chiffres sur les PMI, mais pour l'ISM, donc avec moins d'entreprises, c'est pas forcément les plus marquants ceux-là à 16h en fin de journée. Je voulais voir aussi les indices pour voir, notamment on n'en parle pas souvent du Nikkei, donc l'indice japonais, et on voit que ça va plutôt bien au Japon, le Japon qui avait une monnaie extrêmement dévaluée, et à la suite ici du carry trade, on en a parlé quelques fois ici, qui a arrêté un peu de dévaluer sa monnaie et continue le rebond a été important et la croissance est toujours là au Japon, même si elle n'est pas énorme. Le rebond a été plutôt favorable et on voit que dernièrement on retourne vers des niveaux intéressants après une grosse chute, notamment sur l'été 2024 avec les carry trade et la baisse de la devise japonaise. Donc c'est peut-être aussi un secteur géographique à voir. Même si toujours on préfère des secteurs comme l'Inde, même si on n'a pas autant de données que les autres, mais dans un secteur plutôt global, c'est toujours intéressant d'avoir quelque chose sur l'Inde. Mais au niveau du Japon, oui, il y a du stock picking, notamment sur des valeurs qu'on connaît bien. On a vu les valeurs du secteur auto comme Nissan ou Honda qui étaient intéressantes dernièrement. Qui peuvent progresser avec un rebond aussi du secteur auto. Donc il y a d'autres valeurs aussi sur le continent asiatique, autres que la Chine, qui peuvent être intéressantes, et notamment au Japon, parce que l'économie va un peu mieux. Et la baisse assez importante de leur monnaie est plutôt arrêtée depuis cet été. Donc on revient un peu à une devise un peu plus forte. Au niveau des États-Unis, le Dow est légèrement négatif à près de moins 1%. Le Nasdaq, pas catastrophique, alors on le voit à 25, mais si on peut voir les grosses variations du Nasdaq, alors la plupart est dans le rouge, et finalement une des rares qui est dans le vert ou quasiment à l'équilibre, c'est Nvidia, qui est une des plus fortes. Donc on voit que toujours porté par les plus forts. On peut le voir sur les semi-conducteurs où on a pas mal de rouge, et finalement ceux qui ont des bonnes tendances, ceux qui sont toujours leaders et plutôt une position dominante, arrivent à mieux s'en sortir. On peut le voir rapidement sur Nvidia notamment. Légèrement dans le vert, on est à plus 0,6 ici. Et la consolidation est relativement faible, donc c'est plutôt fort comme signal. Sur toute la tech, même s'il y a toujours des valeurs tech qui ont un peu de mal, des valeurs semi-conducteurs qui sont en phase de rebond,
Mais ce qui est intéressant de noter, c'est toujours de voir ce que font les premiers de la classe, hein, les leaders, et Nvidia en particulier, qui consolide gentiment en attendant le top départ. On voit que c'est pas une vente massive, une consolidation forte où on risque de casser au début de l'année. C'est plutôt rassurant. Donc les baisses et les prises de bénéfices qu'on a eues ces derniers jours, un peu sur le Nasdaq ou sur la tech, c'est quelque chose de plutôt sain. Le marché va consolider, le marché va après accumuler. Et a priori, on devrait continuer en 2025 parce qu'on n'a pas de signaux très, très négatifs sur ces secteurs-là et sur les leaders de ce secteur-là qui restent en position favorable avec une dynamique intéressante. Et on finit quand même avec le CAC 40, moins 0,5. Alors le rallye de Noël et de fin d'année, pas terrible, hein, on avait bien rebondi. Finalement, on revient à peu près à la moitié, hein, du rebond. Mais on en a parlé ici, les valorisations sont tellement faibles que finalement on est en négatif, hein, sur l'année, alors que le Nasdaq a énormément progressé, même les valeurs allemandes ou espagnoles, italiennes sur les indices ont progressé, en Grande-Bretagne aussi. Le CAC, c'est un des seuls à avoir baissé. On a payé aussi la dissolution avec la panique un peu au niveau politique et le problème de dette, hein, toujours important, qui nous fait emprunter un peu plus cher. Donc on a eu tout ça sur la France et notamment. Et on est sur des niveaux qui sont tellement bas que finalement, oui, le risque il existe toujours, hein, d'aller taper un peu plus bas et de dégrader encore, mais on a beaucoup de valeurs qui ont des valorisations relativement faibles et une visibilité plutôt intéressante et qui pourraient repartir. On le voit déjà sur Renault par exemple, sur le luxe avec la Chine qui a amorcé un petit rebond qui pourrait tirer encore plus fortement, et l'énergie aussi fortement pondérée sur le CAC. On est entre deux, un peu en descente, on va le voir sur les matières premières, parce que la demande est pas repartie comme on l'espérait. Donc le CAC 40, on le sait, hein, fortement pondéré en luxe et en énergie, tout le reste, c'est pas assez important pour monter l'indice, même si ça fonctionne bien. On a vu des valeurs comme Accor qui sont rentrées au CAC cette année, qui ont énormément performé, mais c'est peu pondéré, et ça suffit pas à changer, hein, le sens du CAC 40. Donc pour l'instant, toujours en attente. On verra les volumes, hein, on en parlait des volumes. Entre la fête de Noël et le jour de l'an, il n'y aura pas grand-chose. Donc là, on voit c'est quasiment divisé par deux. Toute cette semaine aussi, et puis avec le creux là, en milieu de semaine, ça va pas être énorme, mais ça reprendra prochainement. On va regarder, avant de voir aussi le Bitcoin, hein, et les cryptos, juste les grosses variations. Sont pas forcément marquantes du fait des volumes, du fait des 2 semaines un peu, alors pas complètement off, mais entre deux, hein, sur les marchés. Engie qui s'en sort moyennement, mais c'est pas mal quand même, parce qu'on voit ici des mèches notamment, hop, des rachats juste sur moyenne à 200, là c'est pareil, hein. On a la mèche du 6 novembre, on a la mèche du 27 novembre, on a le travail sur moyenne à 200, on a la cassure de l'oblique. Sur un secteur qui est quand même assez moyen, tout ce qui est énergie notamment, hein, depuis plusieurs mois. Pétrole et électricité, on n'est pas très haut. Il y a le gaz naturel qui est en train d'exploser un petit peu avec notamment les contrats, hein, sur le gaz russe. Mais sur les autres valeurs, avec un peu la poussée de Trump qui va favoriser les valeurs américaines et le pétrole, on a toujours, hein, les valeurs notamment énergie renouvelable qui devraient performer, mais peut-être dans une temporalité un peu plus longue. Donc Engie feront certainement partie des valeurs intéressantes à jouer, mais à court terme, c'est pas forcément marquant, et je pense qu'il faudra attendre, hein, des gros marqueurs, que ce soit des résultats, ou on le verra aussi sur les indicateurs, pour revenir sur des valeurs comme ça. Et on peut regarder aussi Total rapidement. Ils sont là. Total, qui à l'inverse d'Engie a quand même énormément baissé, hein, par rapport à leur plus haut. Ils ont perdu jusqu'à 25%. Là, on en est à 23%.
c'est des zones quand même sous les 55 assez basses pour Total. Petit point technique quand même, on a cassé le RSI, l'oblique sur les plus hauts du RSI. Généralement, ça précède les cassures sur les prix, c'est-à-dire qu'on peut avoir logiquement, c'est pas, alors je dis souvent, c'est pas une occurrence de 100% évidemment, mais statistiquement, c'est des choses qui arrivent plus souvent que l'inverse. Donc, on a ici une cassure RSI, on pourrait s'attendre à une cassure de la moyenne à 20, et puis le début enfin du rebond et de la construction avant le retournement sur Total. Parce que ça fait des mois qui consolide, parce qu'on est allé déjà quelques fois sous les 30, on en est revenu et qu'on casse enfin une longue oblique de plusieurs mois. On le voit ici au mois d'octobre. Octobre-novembre, et puis on casse fin décembre. Donc le rebond peut-être début janvier pour Total, qui a quand même pas mal à la fois de valeur sur le pétrole, mais aussi sur l'énergie renouvelable, que ce soit électricité ou offshore ou éolien. Donc c'est une valeur qui devrait mieux s'acclimater au risque que d'autres. Et on peut regarder aussi quelques bancaires qui finissent plutôt bien l'année, même si ça aurait même pu être mieux. Mais toujours un petit risque sur les bancaires européennes par rapport aux américaines. Je suis pas hyper fan, notamment on le voit Crédit Agricole avec le premier échec ici sous la moyenne à 200, le retest une semaine après. Et on pourrait ici y revenir prochainement. Donc tant qu'on est en dessous, on peut mettre une très grande période de négatif sur Crédit Agricole et éventuellement les bancaires. Donc plutôt méfiant à ce stade au niveau technique. On peut regarder la Société Générale. C'est un peu mieux. Il y avait notamment des ventes qui étaient intéressantes. Alors la Société Générale, en plus, elle est moins capitalisée et puis elle est un peu plus spéculative, mais nous a fait un gap haussier, nous a fait des échecs sous résistance, mais on sent qu'il y a plus de potentiel peut-être encore sur cette valeur-là, qui me semble intéressante, parce que si on casse encore les 27,20, on peut aller s'ouvrir peut-être les 32, 31, 32. Ce serait peut-être plus intéressant, je pense, cette valeur. Et enfin, BNP, une des plus grosses. Là aussi, c'est un peu le même graphe que sur la Société Générale, avec la cassure début novembre de la moyenne à 200. Et puis, pour l'instant, on est plutôt dans une période de dégradation. Donc, plutôt oublié tant qu'on n'a pas de très bonnes nouvelles sur les marchés, surtout avec la baisse des taux aussi qui va rogner un peu les marges. Ce qu'il faudrait, surtout, c'est une relance de l'économie qui relance un peu les prêts, l'économie. Et donc les bancaires, parce que pour le moment, il n'y a pas trop de bonnes nouvelles ou de très bonnes nouvelles, même si c'est pas catastrophique sur les bancaires françaises et européennes. Donc je serais plutôt en mode attente, et peut-être l'immobilier. Si l'immobilier repart, les bancaires devraient prendre aussi le chemin et repartir vers le haut. L'Oréal, peu sévère, la baisse de L'Oréal. Là aussi, les volumes sont assez peu faibles. Pour moi, c'est plutôt acheter L'Oréal. On a baissé énormément. On savait qu'il y avait depuis cet été une baisse sur le luxe. Et puis finalement, on est revenu sur des niveaux assez bas, autour des 320 ici. On a rebondi et on est rentré dans cette phase de construction avec la Chine qui devrait quand même plus ou moins repartir, qui a déjà mis pas mal d'argent dans son économie. Et L'Oréal, pas seulement la Chine, ils sont aussi en Asie-Pacifique, Europe et États-Unis. C'est une valeur quand même assez forte. Et là, on voit sur le graphe, c'est impressionnant la baisse qu'ils ont connue. 32%, donc quasiment un tiers de la valeur qui est partie en fumée en 5 mois. Pour un ralentissement qui est certes tangible, mais ça remet pas en cause la visibilité et tout. Donc ce qu'on peut voir, c'est certainement qu'on arrive maintenant à un cours où le marché a pricé un peu toutes les mauvaises nouvelles. On est revenu sur des niveaux moyens. Et L'Oréal, ça reste une belle valeur avec un peu de dividendes, avec pas mal de visibilité, qui devrait avoir plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. L'inverse, plus de bonnes nouvelles que de mauvaises, avec notamment la Chine qui reprend. Parce que là, on ne reprend pas, donc on est déjà dans les mauvaises nouvelles. On peut avoir que de bonnes nouvelles.
sur ce secteur-là. Les plus prudents attendront, hein, éventuellement les signaux un peu plus forts, mais on sent que ça reprend déjà. On l'a vu sur Hermès, sur L'Oréal. Voilà, un signal court terme quand même à acheter. On en avait parlé, hein, ici, et depuis, on est rentré dans cette phase de construction. Et STM, c'est ce qu'on disait en début de vidéo, avec notamment les valeurs un peu tech et semi-conducteurs, où on voit que Nvidia, qui fait partie des leaders, s'en sort le mieux. Ceux qui s'en sortent le moins bien, généralement, ils ont toujours plus de mal. Et là, on le voit aujourd'hui avec moins 1,5 sur STM. Ça donne pas trop envie. Donc, même quand les grosses du secteur vont performer, ça sera compliqué pour STM d'embrayer ou au moins d'avoir des pourcentages équivalents. Donc, c'est plutôt quand même des signaux de faiblesse qu'elle nous met mois après mois. Et si on veut investir, hein, dans les semis, dans la tech, c'est plutôt éviter quand même ce genre de valeurs qui donnent des signaux négatifs mois après mois, des gaps baissiers, et puis pas de reprise, hein, alors que d'autres valeurs du secteur s'en sortent beaucoup mieux. On va regarder les cryptos avec notamment le Bitcoin. On avait dit après les 100 000, probablement prise de bénéfice. Alors hop, ici, après le 5 décembre, hein, on n'était plus trop acheteur sur le Bitcoin. On est quand même allé sur les 108 000. Et la consolidation, elle arrive enfin. Donc on se rapproche du premier niveau. On a deux niveaux de consolidation sur le Bitcoin. Le premier autour des 88. On en est assez proche, hein, parce qu'on est tombé à 91 tout à l'heure. Et le deuxième, c'est le gros support à 73. Il y a beaucoup d'acheteurs, hein, on en parlait sur les gros fonds, sur les ETF. À moyen long terme, c'est plutôt intéressant. Maintenant, il faut profiter de cette consolidation pour faire du cash ou remettre un peu au portefeuille et puis attendre le bon moment pour acheter. Je pense que ça va venir assez prochainement. On le voit au niveau des indicateurs. On arrive enfin sur la ligne des zéros. Il y aura peut-être encore une petite baisse. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est quand même aller en dessous des 88 000 et puis jouer cette zone-là. Sur le Bitcoin pour acheter soit des ETF, soit des valeurs en relation avec le Bitcoin. Parce que ça devrait repartir. Hein. On a énormément monté, on le voit. La consolidation, elle est logique. Donc on a une première phase en quelques jours, hein, qui s'est fait assez... celle-là. Où on a une consolidation à plat et puis après avoir tapé des nouveaux plus hauts historiques, un gros retour, et puis on est toujours sur les mêmes niveaux de rachat, mais on le voit, on va la noter ici, notamment les 92 230 qui avaient été à peine enfoncés, on avait méché juste dessus, là on commence à bien les enfoncer, donc signal de faiblesse plutôt au court terme sur le Bitcoin, qui nous incite plutôt à patienter, à attendre, et à jouer peut-être début janvier, fin janvier, à se replacer sur le Bitcoin. On surveillera surtout, hein, les indicateurs MACD et RSI et d'autres valeurs, par exemple, hein, comme... alors là, je voulais voir aussi ça, MicroStrategy, parce que leur stratégie, c'est d'acheter à mort du Bitcoin. Ils n'arrêtent pas d'en acheter. Ils font des obligations, hein, pour emprunter. Donc, ils émettent des obligations pour avoir du cash. Avec le cash, ils achètent du Bitcoin. Et donc, c'est devenu un possesseur de Bitcoin super important. Il pèse énormément maintenant dans l'économie Bitcoin parce qu'ils n'en vendent pas, ils font que acheter. Donc là aussi, on le voit sur les volumes avec le plus haut. Ça peut aussi amplifier un peu les mouvements. On voit, on perd 7%. Ça peut être une stratégie intéressante sans levier, peut-être de jouer MicroStrategy pour les bons moments. En période de conso, on le voit, ça va baisser très fortement. Quand on va monter, ça va aussi monter avec des pourcentages importants. Je pense qu'on ira combler le gap quand même sur MicroStrategy et puis avoir les 199 ou les 250 par là. Peut-être une zone intéressante. On a éventuellement les 200, oui, c'est le gros support sur MicroStrategy, et on le voit, la consolidation, elle est probablement pas terminée, donc attendre sur toutes ces valeurs-là, et probablement jouer des positions un peu plus moyen-long termistes, hein, début de l'année 2025 ou fin janvier 2025 pour un rebond. On a également Marathon Digital qui est intéressant. Alors eux aussi, ils se sont mis à acheter. Avant, ils n'achetaient pas.
Donc ils achètent aussi du Bitcoin et ils en minent, hein. C'est un des principaux mineurs de Bitcoin. Donc ils ont une stratégie un peu hybride. Ils minent, ils achètent. Ils ont aussi des usines de production d'électricité, donc qui leur permet de miner. Donc ils gèrent un peu tout au niveau besoin sur l'économie du Bitcoin. Donc c'est une valeur que j'aime beaucoup, Marathon Digital, et on le voit, hein, après le plus haut du Bitcoin ici. La phase de consolidation, donc on revient, on va peut-être combler le gap, hein. On a comblé déjà le premier assez rapidement, mais le deuxième ici sur les 16,36, on le frôle. Donc là aussi, sur Marathon Digital, bah, c'est une zone qu'on peut surveiller ici pour le rebond et racheter pour rejouer un peu la continuation de la hausse, parce qu'on a beaucoup de fonds et d'États et de particuliers qui détiennent du Bitcoin et qui vont jouer encore la hausse. Donc la conso là, elle est à surveiller et à acheter sur rebond sur pas mal de valeurs Bitcoin. Au niveau des valeurs du portefeuille, je voulais voir aussi, on avait parlé, hein, récemment avec les membres et puis après ici, de Parrot. Ils sont là et ils ont atteint leur objectif aujourd'hui, hein. On avait dit l'objectif c'était ça, c'était les 3,13. On a eu la petite phase de congestion, on a eu l'explosion, on l'a touché, on fait une mèche haute aujourd'hui, donc attention ces prochains jours. Si vous n'avez pas pris vos bénéfices, montez les stops quand même, parce que là aussi, statistiquement, les chances de revenir un peu beaucoup plus bas sont importantes, même si on se garde, hein, la possibilité de continuer à monter. Mais là, le gros du travail a, je pense, été fait. Ce qui est intéressant, c'est les volumes par contre. Et les volumes toujours en hausse. Depuis 400 séances, là, ça fait que monter. Donc ça, c'est plutôt favorable et ça peut faire espérer de continuer à travailler peut-être au-dessus des 3,13. On arrête des volumes en baisse. Je dirais, prenez vos bénéfices et fuyez. Maintenant, on peut peut-être espérer, donc peut-être monter des stops sous les 3,13, autour des 3 peut-être. Ça, c'est à vous de voir. Mais on a quand même une belle progression sur le titre et puis beaucoup de volumes qui incitent peut-être à des bonnes nouvelles. Au niveau des spéculatives aussi, on avait toujours en position sur Hafner Energy, hein, qui a donné quand même des petits signaux, mais qui n'arrive pas à les garder, hein, notamment ici sur la journée du 22 novembre. On a eu après le 10 et 11 décembre. Mais on tient au-dessus de la moyenne à 200. Quelques pics de volume. Donc on attend toujours le gros pic en quelques jours avec des gros chandeliers. Pour l'instant, on ne l'a pas, mais on n'a pas de signaux très négatifs non plus sur cette valeur. Donc toujours en position sur Hafner Energy. Et au niveau des valeurs, on va dire, les valeurs favorites, hein, où on peut probablement investir un peu plus long terme et avec des garanties et des fondamentaux qui sont plus importants. On peut quand même citer quelques valeurs comme Air Liquide. Deux choses sur Air Liquide. À court terme, elle est... Alors là, probablement, il faudra attendre le 6 janvier parce qu'on n'aura pas non plus des grosses variations cette semaine. Mais on le voit, il y a quand même cette cassure moyenne à 200, ce gap baissier qui a été fait qui nous indique quand même pas grand-chose de positif. Mais la visibilité est bonne. On a beaucoup aussi de débouchés sur le marché américain, nord-américain, qui, avec la montée du dollar, a un pouvoir d'achat encore plus important et qui devrait soutenir l'économie d'Air Liquide. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on retrouve, hein, la zone de gap qu'on avait créée sur un résultat du mois de février 2024. Et les chiffres à venir sont quand même plutôt bons. Donc la décote semble surprenante sur Air Liquide. La chose positive, donc c'est le comblage de gap ici. Je pense que si début janvier, 6 janvier, on n'a pas enfoncé, hein, c'est 152, on va dire. On peut espérer un rebond et la reprise assez forte d'Air Liquide. C'est un peu aussi une valeur des côtés qui mérite pas une sanction. Alors là aussi, Air Liquide, c'est pas très volatile, hein, on le voit, le graphe, ça a l'air impressionnant. On perd que 12%
Sur d'autres graphes, c'est des 20-30%, les grosses baisses. Là, on perd que 12% par rapport au plus haut, mais plutôt une valeur quand même solide à surveiller pour un début 2025 plutôt fort. Il y a une autre valeur que j'aime bien ici, c'est Vinci. Là aussi, on a payé un peu la dissolution et puis la panique politique. Vinci se développe à la fois sur les concessions, mais aussi sur l'énergie qui devient de plus en plus importante. Et ça devient incontournable. Et là aussi, on a une décote qui est trop sévère, une valeur qui est leader. Alors, on a aussi FH, mais moi, je préfère Vinci quand même. Les fondamentaux sont plutôt intéressants. Et puis, on a cette décote un peu panique élection avec 16% sur les plus bas. On est à moins 14 là, qui me semble aussi un peu sévère parce que la visibilité est plutôt bonne. Donc, acheter du Vinci autour des 100 euros, c'est plutôt une bonne chose, je pense, et une bonne valeur à avoir pour commencer 2025. Et on va finir avec le gaz, on va rapidement. Alors, j'ai pas fait les matières premières. Le Brent, il se passe pas grand chose, mais on n'est pas loin à chaque fois de sortir. On a une petite période ici de congestion. On va pas en parler plus parce que pour l'instant, ça a pas cassé. On est toujours dans cette petite période. Le cuivre aussi, il se passe rien. On est toujours sur des zones de rachat un peu long terme ici. On attend le gros démarrage, il faudra attendre sûrement la Chine, mais le gaz naturel, on en a parlé avec notamment les contrats de gaz russe qui arrivent à échéance, qui vont faire monter un peu le prix du gaz, notamment sur les autres pays, avec la Norvège. Et c'est bien monté. Alors, à court terme, attention, parce qu'on a cette mèche ici qui est venue tester l'ancienne résistance des 4 et des 4,17. Et qu'on a quand même monté en flèche assez fortement. Donc, attention à court terme. Mais oui, à moyen terme, ce qu'on peut faire, c'est peut-être ça sur le gaz naturel. En gros, en très gros. Donc, on est allé casser quand même la dynamique négative. On revient au-dessus de la moyenne à 200. On casse des niveaux qu'on n'avait pas cassés depuis plus de 6 mois. On sent que le gaz naturel va repartir un peu vers le haut. Et avec eux, peut-être enfin des valeurs qui nous intéressent, qui sont en rapport avec le gaz, et notamment en Europe et en France. Leader dans sa position, ils ont notamment des cuves de méthaniers qui ont des technologies en avance sur beaucoup d'autres. Ils ont beaucoup de contrats avec beaucoup de pays du globe, notamment la Chine aussi. C'est GTT. Et GTT qui végète un peu depuis quelques mois. Et qui devrait aussi avoir peut-être un début 2025 intéressant. On a cette grosse zone sur les 125 qui a été énormément jouée ces derniers mois. On est allé un peu en dessous, un peu au-dessus. Dernièrement, on a mis une mèche. On retrouve toutes les moyennes un peu rassemblées ici en l'espace de combien 3% 40, 3,46. On a toutes les moyennes mobiles de 20 à 200 jours. Et un retour aussi de la MACD en territoire négatif, prêt à repartir. Donc là aussi, le prix du gaz peut-être pourrait, encore que c'est pas le facteur majeur sur GTT, c'est plus les volumes qui vont être importants. Mais surtout cette longue période de digestion, d'accumulation, et puis ces retours ici me semblent intéressants, je pense, à acheter. Donc pareil, cette semaine, ce sera peut-être pas flamboyant, mais à partir du 6 janvier, c'est une valeur qu'il faudra surveiller et peut-être acheter. Et puis on va finir quand même avec une dernière, Dassault Aviation. On a parlé du losange, Dassault Aviation qui est en train de faire une figure en losange ici entre les 4 obliques blanches qui pourraient sortir vers le haut. Toujours beaucoup de dépenses dans le secteur défense, guerre et aérien. Et Dassault Aviation, ils n'ont pas trop profité, même s'il y a eu un retour ici après le mois de juillet. On n'est pas allé taper les plus hauts, on n'est pas allé rechercher les 200. Finalement, sur Dassault Aviation, on le voit sur l'oblique des plus bas ici, notamment de 2021 et 2022, qu'on avait enfoncé légèrement en 2024. On revient sur cette oblique ici. Donc probablement plutôt un bas de canal
Si on met un haut du canal ici en très gros, hein, c'est l'idée. Donc on retravaille ici le bas du canal pour repartir avec une tension géopolitique aussi toujours importante. Ça peut être intéressant, hein, d'acheter Dassault Aviation là aussi avec pas mal de moyennes rassemblées. On attend juste le petit pic de volume parce que là c'est assez faible, mais on ne l'aura pas avant le 6 janvier. Puis quelques valeurs abonnées. Alors Carbio, moyen. Les volumes, oui, mais on est déjà en train de tout revendre. Alors, la chose positive, c'est qu'on reste au-dessus, et il faut rester absolument au-dessus des 5,49. Donc, on a quasiment tout rendu, et on est en train de retravailler. On va nettoyer un peu. Hein. Hop. Et on est en train de travailler autour des 6,7, là, 6,57. Donc pourquoi pas une deuxième attaque, mais oui, si on revient sur les 6,50 et qu'on casse, pas terrible. C'est super spéculatif, hein. On a eu des bonnes nouvelles, notamment début décembre. Mais ça peut se jouer sur une petite ligne parce qu'on a quand même des volumes et qu'on peut avoir l'effet volatilité qui peut être important. Si on tient, hein, faut tenir cette zone-là. Clariane, alors c'est pas mal. Clariane, ça s'en sort mieux que d'autres dans le secteur des EHPAD notamment. Hein. On a alors Clariane, c'est l'ancien Corian. On a Emeis qui est l'ancien Orpea. On a LNA Santé, c'est le noblage santé qui est aussi intéressant. La restructuration est plutôt bien partie et on le voit. Hein. Alors évidemment, on cotait pas à ces niveaux-là, on cotait beaucoup plus, mais il y a eu une dilution. Donc, on est allé au tapis, on a fait un peu de restructuration, les actionnaires se sont fait diluer. Et puis, depuis le début de l'année, là, on revient bien, parce que les plus bas sont généralement achetés, notamment ici les 1.6 qui ont été rachetés. Et derrière, on fait des petites phases de congestion. On refait une là qu'on est en train de casser encore vers le haut, donc avec quelques pics de volume, alors pas énormes, mais par rapport à la valeur, c'est quand même intéressant. Et encore plus ici, notamment le 27 décembre, hein, une période un peu creuse avec pas mal de volume. Donc oui, Clariane aussi, pourquoi pas, ça s'achète, ça devrait monter, mais là aussi, c'est une valeur qui est spéculative parce qu'on est quand même dans un graphe un peu compliqué. Et donc, il faut faire attention, on met pas 10% de son portefeuille sur ce genre de valeur. Et enfin, Valneva. Valneva, on a eu des annonces qui étaient intéressantes aussi, notamment sur certains vaccins. Mais là aussi, c'est valeur ultra spéculative qui fait que baisser et on n'est que dans du rebond technique. Moi, il y a pas mal de valeurs santé. Hein. Je pense que j'en ferai début janvier sur les valeurs, les grosses pharma, pas forcément biotech, mais qui sont plus intéressantes. Là, c'est quand même super. Ça fait aussi penser un peu à EuroAPI, hein, qui a une volatilité intéressante, mais qui peut décrocher à tout moment. Donc, c'est pour ça que Valneva, quand on voit des graphes comme ça, on peut les acheter en court terme avec une petite ligne, mais la tendance elle est quand même largement baissière. Il faut plutôt éviter. Si on achète, bah, c'est sur des signaux, par exemple ici, de volume, le pic du 19. Éventuellement, on peut tenter, hein, en cours de journée ou en fin de journée. Pour le rebond technique, mais c'est compliqué quand même à suivre. Il faut monter les stops rapidement parce qu'on peut tout perdre. Ce qu'on a gagné rapidement. La tendance reste baissière. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, des valeurs qui vous intéressent. Mettez-les en commentaire et j'y répondrai. Bon trade, à plus.